Aujourd'hui, le devoir conjugal avec Garance. Ce prénom me rappelle Arletty. C'était dans, je ne sais plus dans quel film, Les Enfants du Paradis, je crois d'ailleurs. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Et justement, vous, depuis votre enfance, on vous parlait du devoir conjugal, c'est ça ? Oui, et d'ailleurs, en fait, je pense que mon histoire fait la synthèse du décalage qu'il y a pu avoir dans ma libération sexuelle. Parce que moi, j'ai grandi dans un univers où, en tant que petite fille, ma mère, mes grands-mères me parlaient que une femme devait satisfaire son mari et en cuisinant bien et en se pliant à ses exigences. Et par contre, j'ai choisi un compagnon qui, lui, a grandi au Cap d'Agde. Ce qui a fait que la confrontation a été terrible pour moi, parce que j'ai découvert brutalement, en fait, parce qu'il n'a pas pris des pincettes, et malgré tout, je suis restée, parce que je pense que, en ayant beaucoup travaillé sur moi, je pense que j'ai compris que c'est ce que j'avais recherché, d'aller vers quelqu'un qui allait me permettre de faire tout voler en éclats, mais par une certaine agressivité, une certaine violence. Et donc, le devoir conjugal, oui, je m'y suis pliée. Je m'y suis pliée, voilà. Mais Katia, ce qu'elle disait, la première auditrice, je m'y retrouvais beaucoup aussi. Hein. Donc vous rencontrez cet homme dont vous tombez amoureuse, évidemment, qui tout de suite donc vous baise comme il en a envie, sans trop chercher à comprendre où vous en êtes. Mais est-ce que par amour et par devoir conjugal, vous l'avez accompagné au Cap d'Agde, dans le libertinage ou pas ? Non, du tout. Non. Pas du tout. Par contre, alors, je peux pas dire que je n'ai pas eu d'attirance, mais c'était pas non plus le grand amour. Je fais partie de ces femmes qui auraient fait n'importe quoi pour fuir leur famille et donc en acceptant tout et en ayant choisi ce compagnon-là, accepter tout, ça signifiait beaucoup de choses. Surtout qu'avec le temps, alors c'est grâce à une de vos émissions que j'ai pu mettre le nom sur ce qu'il avait comme souci, c'est-à-dire qu'il était capable, je pouvais dormir et lui en plein sommeil, il avait besoin de rapport et je me réveillais, il était en train de me pénétrer et en fait j'ai découvert grâce à une de vos émissions, vous l'aviez évoqué. Sexomanie, oui. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui a conduit en fait à notre séparation, voilà. Oui, c'est terrible parce que même pendant votre sommeil, donc il vous pénètre et vous réalisez, enfin ça vous réveille évidemment et vous vous laissez faire en fait. C'est-à-dire que souvent, oui, c'est pas non plus. Ce sont des pénétrations avec des éjaculations très rapides en général. Donc le temps de se réveiller, de réaliser. C'est déjà fait, oui. Soit c'est déjà fait, ou soit il n'arrive même plus à contrôler sa pulsion. Et parfois même, c'est moi qui le réveillais. Et voilà. Donc, je sais que ça fait partie de. Enfin, il y a peu de gens qui en parlent et pourtant ça existe. Et ouais. Et donc le devoir conjugal prenait cette forme-là aussi. L'assurance maladie, la liste des patients qui ont reçu une injection. La CNIL demande que les médecins informent et sensibilisent leurs patients sur la vaccination sans essayer de les convaincre. Il ne manque plus que le feu vert du Conseil d'État pour que la mesure entre en vigueur. Quelle va être la décision de la Cour d'assises de Loire-Atlantique? Verdict attendu aujourd'hui dans l'affaire Troadec. Hubert Kawissin est accusé du quadruple meurtre de la famille pour une histoire de lingots d'or. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise. Le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, assassiné, c'est ce qu'annonce son Premier ministre. Un groupe non identifié est à l'origine de son assassinat. Le Premier ministre assure que la situation sécuritaire du pays est sous contrôle. Parmi les réactions internationales, celle du Premier ministre britannique Boris Johnson. Il se dit choqué par un acte odieux. Le Tour de France est la 11e étape entre Sorgues et Malaucène. 4 hommes échappés, notamment le champion du monde Julien Alaphilippe. Un groupe qui compte près de 5 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune, alors que se profile la première des 2 ascensions du Mont Ventoux prévues aujourd'hui. Et puis en rugby, le 15 de France est en Australie, mais avec une équipe très rajeunie, privée de nombreux cadres. Les Bleus affrontaient les Wallabies cet après-midi à Brisbane. Et les Français ont frôlé l'exploit, mais se sont finalement inclinés sur une ultime pénalité dans les arrêts de jeu, 23-21. Deuxième test match lundi à Melbourne. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellent après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Dans un instant, on va revenir avec notre sujet du jour, le devoir conjugal, et avec Garance qui a subi ce devoir conjugal même la nuit alors qu'elle était en train de dormir. Mais j'aimerais bien la réponse à ma petite devinette. Pourquoi quand un homme a des rapports avec de nombreuses femmes, on le considère comme un séducteur alors qu'une femme est considérée comme une pute? Qu'est-ce que disait Confucius? Vous n'avez aucune idée, évidemment. J'ai pas d'idée, sauf que il y a énormément de choses comme ça. Par exemple, quand on dit un homme qui fait le trottoir, c'est un paveur, une femme qui fait le trottoir, c'est une pute. Et il y a au moins une cinquantaine d'exemples comme ça. Il y a beaucoup d'expressions où c'est normal pour l'homme et ça se termine toujours pour la femme, c'est une pute. Mais même quand on voit certains mots qui au masculin sont plutôt flatteurs et au féminin ça donne l'impression que c'est une pute. Oui, c'est ça. Un séducteur, c'est un homme charmant. Une séductrice, c'est une pute. Bon, en tout cas, Confucius considère à juste titre qu'une clé qui peut ouvrir plusieurs serrures, c'est merveilleux, tandis qu'une serrure qui s'ouvre avec n'importe quelle clé, ça ne sert à rien. Ah d'accord. C'est joli. Ah c'est mignon ça. C'est assez mignon, hein. Donc voilà, c'est Confucius qui avait. Enfin, je sais pas si c'est vraiment Confucius, mais enfin, on lui prête tellement de choses. Alors Garance, vous nous avez raconté donc vos assauts la nuit de cet homme qui était atteint de sexsomnie, et donc. Qu'est-ce que vous avez subi ça pendant combien de temps, Garance, avant de réaliser que c'était plus de notre époque? Alors, ça a été très progressif. Je suis restée quand même 28 ans avec. Oui, mais parce que voilà, quand on a reçu une éducation où on a intégré le fait que si ça ne fonctionne pas dans le couple, c'est que c'est ta faute. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de confrontation, avec soi-même, hein, et avec les différentes épreuves pour à un moment donné dire stop. Moi, c'est la maladie en fait qui m'a fait dire stop, tout simplement. Vous êtes tombé malade, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Ouais. Et c'est votre corps qui a dit stop avant vous. Tout à fait. Je pense que c'est mon corps qui avait dit stop depuis très longtemps, mais mon esprit ne voulait pas l'écouter. Donc à un moment donné, mon corps a tapé plus fort pour que mon esprit cède. Voilà. Donc, au demeurant, cette situation, parce que moi, j'interviens dans différentes associations, je la constate encore dans certains lieux. Voilà, et où finalement, on est toujours dans cette idée que si le couple ne fonctionne pas, c'est la femme qui n'est pas suffisamment. Et ce qui vient en fait forcément, par rapport à ce qui se passe actuellement sur l'idée du consentement, ce sont deux courants qui se confrontent en permanence, alors qu'on ne parle pas des mêmes choses, et on essaie de mettre dans le même chemin deux choses qui sont très différentes. Et c'est pour ça souvent que les gens n'arrivent pas, d'ailleurs, vous en parliez, n'arrivent pas à s'entendre parce que on essaie de faire mais je comprends. Coïncider deux choses très différentes. Je comprends ce que vous dites. Je pense que le consentement et cette idée de devoir conjugal, ça s'entrechoque et ça n'aide pas les jeunes femmes à comprendre ce qu'est la sexualité dans une histoire, enfin dans une relation. C'est exactement ça. Vous dites beaucoup plus clairement que moi. Non, mais vous l'avez. Enfin, je vous ai comprise, donc c'est que vous l'avez dit clairement. Oui, je pense que dans les deux exemples qu'on vient d'avoir cet après-midi, on retrouve le même point de départ, c'est-à-dire que en fait, c'est des femmes qui se marient sans savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, et c'est le temps qui vous fait comprendre que ça n'est pas normal, si j'ai bien tout compris. Oui, donc au départ, il y a une mauvaise éducation, une mauvaise culture qui sévit encore aujourd'hui pour de nombreuses jeunes femmes. Et cette histoire de MeToo, de consentement, qu'est-ce que ça provoque chez certaines femmes qui sont dans cette mauvaise éducation et cette mauvaise culture? Ça provoque un rejet définitif de l'homme, donc c'est pas non plus la solution, me semble-t-il, hein. Je vous rejoins totalement. C'est-à-dire que
dans un premier temps, il y a de la colère qui s'installe, le rejet de l'homme, une grande culpabilité de se dire mais en fait je l'ai accepté, je me suis pas respectée, donc je suis moins bien que les autres. Et plutôt que d'aider à se reconstruire et d'avoir une meilleure image de soi, on a une moins bonne image de soi parce qu'on se dit mais alors moi j'avais rien compris et finalement c'est beaucoup plus délétère que ce que ça aide. Alors qu'effectivement dès l'adolescence avoir une vraie éducation pour les garçons comme pour les filles à la sexualité, ce qu'est une relation, avant même de parler de relations sexuelles, mais de relations à l'autre, je pense que ça aiderait beaucoup. Mais Garance, puisque vous travaillez dans des associations, vous les rencontrez, ces femmes qui donc subissent... Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est des femmes qui n'aiment pas leur corps, qui ne savent pas ce que c'est qu'être une femme, qui n'aiment pas les hommes? Qu'est-ce que vous diriez? Je pense qu'il peut y avoir de tout. Il y a celles qui n'aiment pas leur corps, il y a celles qui n'aiment pas les hommes et c'est à se demander si à un moment donné elles les ont aimés. Voilà, je pense qu'il y a un peu de tout et c'est justement... La sexualité n'est toujours pas comprise. Je crois qu'il faut comprendre que une femme, elle a besoin de s'ouvrir un peu, de lubrifier, pour que la sexualité soit facile. Et l'homme, il faut qu'un jeune homme comprenne que sa pulsion est telle qu'à un moment donné, la tête ne peut plus réagir. Et donc, s'il est conscient de ça, il va pouvoir un petit peu gérer sa pulsion. Mais si on n'explique pas aux hommes qu'à un moment donné, quand ils sont face à leur femme qui est nue, de toute façon, ils vont être tellement dans la pulsion qu'ils vont même plus savoir demander si elle a envie ou pas. Donc c'est en amont qu'il faut qu'ils apprennent à gérer leur pulsion. Il faudrait surtout qu'ils apprennent à comprendre que leur propre plaisir viendra de celui qu'ils vont générer, c'est leur partenaire. Ça, c'est dans un second temps, mais déjà, il faut qu'on explique aux hommes ce que c'est qu'une pulsion au moment de 18-20 ans, parce que c'est pareil, là, Garance, je suppose que votre homme, comme vous le rencontrez, il est tout jeune. Oui, il est tout jeune à ce moment-là, il a 21 ans, mais de par justement le fait d'avoir grandi au Cap d'Agde, il a déjà une grande activité sexuelle depuis plusieurs années. Et justement le fait de ne pas avoir eu de limite, parce qu'il a été confronté très jeune en fait à la sexualité débridée. Alors en soi, je pense que ça peut avoir du bon, mais à condition que ce soit accompagné, ce qui n'était pas son cas. C'est vrai que ce que l'on dit sur les hommes, il faut aussi peut-être différencier les hommes de 20 ans, les hommes de 30 ans, les hommes de 40 ans, 50 ans, parce que effectivement à 20 ans, maintenant je le comprends a posteriori, la pulsion qui les envahit, qui est mécanique, est tellement immense que ça prend toute la place dans leur cerveau. Mais quand on est une jeune femme et qu'on n'a pas appris ça, on le comprend après coup, après avoir été confronté à des choses où on se sent humilié et sali. Alors que si effectivement au moment où c'est pas encore tout à fait le cas, moi je trouve que la tranche 11-13 ans serait le bon moment pour commencer à évoquer, poser les choses, de façon à ce que quand tout se réveille, chez les garçons comme chez les filles, il y a déjà quand même un certain socle de connaissances qui permettent effectivement à chacun de se dire, parce que dire non, c'est déjà savoir ce que l'on ne voudrait pas, mais pour savoir ce qu'on ne veut pas, il faut déjà avoir eu le temps de se poser la question. Et donc il y a tout un cheminement qu'il faut avoir fait et qui pourrait être accompagné et qui n'est pas accompagné et que malheureusement les réseaux sociaux font cet accompagnement sur les jeunes générations de façon encore plus triste que sur les générations d'avant. Et moi je mettrais même la barre plus tôt, parce qu'on sait que dès 8 ans il y a des enfants qui tombent sur des images pornographiques, donc je pense qu'on pourrait commencer vers 7-8 ans en effet à évoquer la sexualité avec les garçons et les filles, ce qui ne veut pas dire qu'on serait là en train de leur parler du Kama Sutra et des positions sexuelles, hein, mais